Salut! Alors oui, ceci est la deuxième vidéo en 2 semaines, chose exceptionnelle puisque d'habitude, vous le savez, il me faut au moins 3 mois entre 2 vidéos. Mais là, cette fois-ci, je me suis donné de bonnes résolutions, donc pendant le confinement, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et tant mieux, parce qu'il y a plein de sujets à traiter et je me suis dit que là, je n'ai plus d'excuses pour pas le faire. Donc on commence cette nouvelle série aujourd'hui et on va voyager puisqu'on va aller dans l'Italie du XVe siècle pour parler de la Femina Sanguinara. Oui, je sais, j'ai jamais fait l'italien de ma vie et ça se voit. Bon, sur ce, allons à la vidéo! Dans un premier temps, contextons. Il faut savoir que l'Italie du XVe siècle, c'était un gros bordel, il n'y a pas d'autre mot. L'Empire romain germanique n'a pratiquement plus d'influence en Italie, mais ce n'est pas pour autant que les partisans du pape sont triomphants, puisqu'en fait, en réaction à la faiblesse, enfin à l'absence même d'un pouvoir central, eh bien, le pape doit faire face à l'émergence de puissantes seigneuries locales, mais aussi à l'émergence de cités-États. Et je ne parle même pas des influences étrangères, notamment de l'influence française qui, à travers les guerres d'Italie, va essayer de récupérer le duché de Naples parce que jusque dans les années 1440, Naples appartenait à l'Anjou et donc les rois de France disaient que le territoire devait leur revenir, enfin bref. Et donc tout ce petit monde, à la fin du XVe siècle, se livre bataille, noue des alliances, trahit ses alliances, puis livre bataille à ses anciens alliés. Bref, et comme toujours en période de crise, on va voir l'émergence de personnalités très fortes. Et vous allez voir que Catherine Sforza, c'était une personnalité très forte. Alors Catherine est la fille illégitime du duc de Milan. Donc comme ses frères, elle va recevoir une éducation très poussée qui va concilier humanité, mais également entraînement militaire. Malheureusement, Catherine, comme les jeunes filles de son temps, est avant tout une monnaie d'échange dans un jeu diplomatique très complexe, comme je le disais tout à l'heure. À l'âge de 10 ans, elle va être mariée à Girolamo Riaro, qui est le neveu, donc entendez le fils, du pape. Donc ce Girolamo se voit attribuer la fonction de commandant des troupes papales. Mais 10 ans plus tard, en 1484, les choses se compliquent puisque le pape meurt. Et donc du coup, Girolamo perd ses fonctions puisqu'il n'y a plus personne pour le pistonner. Et inquiet pour sa vie, il s'enfuit à Rome. Mais Catherine, elle ne veut pas se cacher. Elle ne veut pas renoncer à son train de vie. Elle trouve ça profondément injuste. Aussi, elle va rassembler les soldats qui sont restés fidèles à sa famille, prendre par la force le château Saint-Ange, qui était la place forte du Vatican, fermer les accès au Vatican, enfermant ainsi les cardinaux à l'intérieur et les menaçant de les laisser mourir de faim s'ils ne redonnaient pas sa fonction à son mari. Et négociant également une belle prime, tant qu'à faire. Parce que bien sûr, les cardinaux vont s'empresser d'accepter, sous condition que Catherine et son mari quittent Rome. Ce qu'ils vont faire est se retirer sur leur terre de Romagne. Mais la vie du couple n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, ils doivent faire face à une fraude fiscale. Et là, devinez qui encore une fois est envoyé au front, Catherine, pourtant enceinte jusqu'au cou. Donc deuxième fait de gloire pour Catherine qui mate la rébellion. Mais en 1488, c'est le drame. En effet, une famille rivale, les Orsi, assassine Girolamo et emprisonne Catherine. Alors Catherine parvint à regagner la citadelle de la ville, refuse de la donner aux assaillants et du haut de la citadelle aurait eu cette phrase célèbre, même si méfions-nous, parce qu'on n'est pas certaine qu'elle l'ait prononcée pour de vrai. Donc se mettant devant les armées ennemies, elle aurait remonté sa robe et aurait dit « Gardez-les, j'ai de quoi en faire d'autres » après que ses ennemis lui menaçaient de tuer ses enfants si elle ne se rendait pas. Bon, heureusement pour Catherine et pour ses enfants, les Sforza parvinrent à envoyer une armée de secours à temps et à mater les Orsi. Alors autant dire que les représailles furent féroces puisqu'on n'emprisonne pas impunément Catherine. Mais bon, au moins la voici pleinement maîtresse de ses terres.
Mais malheureusement, une affaire de cœur va bouleverser ce fragile équilibre. En effet, Catherine, qui au fond est une grande romantique, va s'éprendre d'un serviteur de feu son mari et le nommer gouverneur. Ça va pas plaire aux nobles. Et le dit amoureux est assassiné en 1495. Et alors là, si la révolte des Orsi fit l'objet d'une grosse représaille, mais c'est le summum. Elle parvint à retrouver les conjurés, les massacre, mais elle massacre aussi leurs familles, elle massacre aussi leurs enfants, dont les enfants de moins de 10 ans. Bon, alors là, ça fait scandale, hein. Le pape Alexandre VI à Rome la condamne. Clairement, c'est mal passé. Non, on tue pas les enfants de 8 ans. Je suis la première à pas trop aimer les enfants, ça me met un peu mal à l'aise. Mais de là à les égorger, non, il y a quand même des limites, Catherine. Mais bon, Catherine s'en fiche, écoutez, elle se retrouve vite un nouvel amant et elle administre ses terres. Mais bon, son bonheur champêtre est de courte durée puisque au loin déjà la menace Borgia se profile. Alors les Borgia. Qui n'a pas entendu parler des Borgia? C'est pas comme si 2 séries étaient sorties en même temps sur le sujet. De qualité inégale d'ailleurs, c'est un autre sujet. Donc les Borgia, cette sulfureuse famille symbole de la décadence, de la papauté et de l'Église, était alors à son apogée, puisque le patriarche Rodrigo, devenu pape sous le nom d'Alexandre VI, était pape depuis déjà 7 ans. Et son fils cadet, César, était le chef des armées pontificales. Et César avait soif de conquête, de gloire et d'aventure, et il était bien partant pour se tailler quand même quelques territoires en Romagne. Donc il attaque d'abord la ville d'Imola, la bataille va être âpre. Mais finalement, Catherine doit s'enfuir à Forlì. Donc elle va tenir la ville pendant 3 semaines, un siège très très dur parce que César et son armée, c'était pas détendre. Hein. Mais bon, la population qui était lasse de ce siège très violent, hein, finalement va laisser entrer les troupes de César à Forlì et Catherine va devoir rendre les armes. Donc elle va être envoyée à Rome, donc César va être triomphant, hein, tel un empereur romain, ou un général victorieux, il va la ramener avec des chaînes en or devant la foule. Mais en juin 1501, sous la pression des Français notamment, elle va être libérée. Et là en fait, grosse surprise, c'est vraiment une célébrité. Elle est l'héroïne de chansons, de poèmes, et justement gagne ce nom de Femina Sanguina, elle est un train à la légende. Mais bon, pour sa fin de vie, Catherine va aspirer au calme et elle va se retirer sur ses terres et se consacrer à l'éducation de ses enfants. Bon alors voilà, c'était la vie de Catherine Sforza. Donc Catherine Sforza qui est une de ces nombreuses femmes politiques fortes du 15e et 16e siècle, parce que ça je l'ai déjà dit, je radote, je l'ai dit dans ma vidéo sur Louise de Savoie, au 16e et 15e siècle, mais il y a beaucoup de femmes politiques très fortes. Rien qu'en France, on a Yolande d'Aragon, on a Anne de Beaujeu, quand même 2 fois régente du Royaume de France, c'est pas rien. On a Louise de Savoie, Anne de Bretagne, et je parle même pas de tout ce qu'il y a dans les autres pays. C'est par la suite, c'est vraiment à la fin de la Renaissance et à l'époque moderne que les femmes vont perdre en affluence et se contenter d'exercer des rôles un peu plus genrés. Non, vraiment, mais il y a énormément de grandes femmes à la Renaissance. Hein. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec Catherine Sforza, mais petit moment culture. Donc là, on vient de commencer le confinement, malheureusement. Mais en fait, j'aurais aimé vous parler d'une exposition que j'ai été faire la veille du confinement, donc au musée Saint-Nucci, donc sur la route du Kiso Kaido. Donc en fait c'est une magnifique exposition au musée Saint-Nucci qui a des estampes vraiment incroyables, mais pas que, puisqu'il y a aussi des pièces d'armement, une magnifique armure. Je vous invite vraiment à aller la voir, bien sûr quand nous ne serons plus confinés. Donc c'est vraiment très beau, moi j'adore tout ce qui est culture japonaise, art asiatique, et voilà, si c'est votre cas, vraiment allez la voir dès que ce sera possible, bien entendu. Et moi en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt, si possible la semaine prochaine, pour parler de nouvelles badass. Donc voilà, salut!